Alors, elle est présentée par Yann Guyenne, avec Mathieu Miroir et Guillaume Caspiclef, qui sont des ingénieurs, et Daniel Bernardeschi et moi-même. Il s'agit d'un travail sur le contrôle de l'insertion d'un implant cochléaire à l'aide d'un outil mécanotronique et qui a fait l'objet de la thèse de science de Yann quand il a passé plusieurs années dans l'unité INSERM que je dirige et qui a été recréé à la Pitié. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter le travail que nous menons actuellement dans le service et dans notre équipe de recherche sur la robotisation de l'implantation cochléaire. Donc, brièvement, l'implant cochléaire est une prothèse électronique qui a pour but de remplacer la cochlée en effectuant un remplacement de la transduction du signal mécanique de la cochlée en un signal électrique pour aller directement stimuler le nerf auditif. Ce type de dispositif est destiné à des adultes et des enfants atteints de surdité bilatérale profonde ou atteints de surdité sévère avec des troubles de la compréhension. Des patients dont l'appareillage par aide auditive a été un échec. La technique chirurgicale que nous utilisons aujourd'hui est la suivante. On commence par un fraisage de la mastoïde, puis une tympanotomie postérieure au contact du nerf facial de manière à exposer la cochlée. On met en place la partie interne de l'implant et ensuite on insère un faisceau de porte-électrode dans la cochlée. L'ouverture de la cochlée se fait soit par la fenêtre ronde, soit par un fraisage, une cochléostomie que l'on va placer en avant et de manière antéro-antérieure par rapport à la fenêtre ronde. Donc ici, vous avez une vidéo d'une chirurgie où la mastoïdectomie a été réalisée, la tympanotomie postérieure a été réalisée, donc la caisse du tympan est exposée, on voit les osselets, la cochlée est fraisée afin de permettre d'exposer la rampe tympanique, ce qui va permettre d'insérer le faisceau de porte-électrode qui va s'enrouler dans la cochlée tout autour du modulus pour aller stimuler le nerf auditif. J'aimerais porter votre attention sur le fait que une fois on commence à insérer l'implant dans la cochlée, on perd tout contact visuel et repère sur la manière dont l'implant va progresser dans la cochlée. Donc cette insertion est réalisée manuellement aujourd'hui avec un très faible contrôle des forces d'insertion et on pense que améliorer la qualité de l'insertion de ce faisceau de porte-électrode dans la cochlée pourrait avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est chez certains patients qui ont des restes auditifs, l'intérêt serait de mieux préserver ces restes auditifs parce qu'on sait que les patients dont on préserve les restes auditifs ont des meilleurs résultats post-opératoires en termes de compréhension grâce à l'implant, d'une part. D'autre part, plus on va préserver l'intégrité des cellules restantes dans la cochlée, plus on va maintenir son fonctionnement physiologique et donc l'atrophicité du ganglion spiral et du nerf auditif que l'on souhaite stimuler. Et enfin, moins on va créer de traumatismes dans la cochlée, plus on va diminuer les réponses inflammatoires et les fibroses secondaires. On sait que la durée de vie d'un tel dispositif est de 15 à 20 ans environ. Donc ça veut dire que les enfants qui sont implantés à l'âge d'1 an vont devoir bénéficier de plusieurs implantations au cours de leur vie. Donc les réimplantations seront plus simples s'il y a moins de fibrose, évidemment. Donc, nous avons mis au point plusieurs modèles de scala tympani au laboratoire afin d'étudier la manière dont les implants sont insérés dans la cochlée. Des scala tympani artificielles dont l'avantage est qu'elles sont transparentes et inaltérables. Donc on peut insérer des implants de multiples fois dans ces cochlées artificielles. Elles ne sont pas modifiées, elles sont très adaptées pour comparer par exemple différents types de porte-électrodes des différents constructeurs. Cependant, bien sûr, le plastique ou les résines qui composent ces cochlées ont des propriétés mécaniques très différentes de celles du corps humain. Donc, lorsque l'on veut vraiment étudier les phénomènes physiques,
on utilise des pièces anatomiques pour cela, et on a mis au point un modèle de cochlée micro-disséquée où on va ouvrir les rampes pour visualiser l'implant lors de sa progression. Et si l'on souhaite tester des médicaments ou étudier de manière fonctionnelle les résultats de l'implant, nous avons recours à des modèles animaux. Le modèle animal le plus couramment utilisé est le cobaye, le cochon d'Inde, parce que c'est un rongeur, donc c'est un animal qui est assez simple à employer en animalerie, et parmi les rongeurs, c'est celui qui a la plus grande cochlée. Donc nous avons identifié 3 sites à risque de lésion lors de l'insertion d'un implant. Tout d'abord, l'entrée dans la cochlée. Si l'on fraise une cochléostomie, vous avez vu qu'on avait le seul repère que l'on a lors de la chirurgie est la fenêtre ronde. Si le fraisage de cette cochléostomie est trop antérieur, on va entrer dans la rampe vestibulaire et non pas dans la rampe tympanique. Et l'insertion d'un implant dans la rampe vestibulaire est associée à des moins bons résultats par rapport aux patients qui ont une insertion complète dans la rampe tympanique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le long du plancher de la rampe tympanique se situe un relief osseux qu'on appelle la crête semi-lunaire. Et chez un certain nombre de patients, lorsque ce relief n'est pas bien identifié et que le porte-électrode, lors de son insertion, vient le toucher, l'implant vient rebondir contre cette crête et vient perforer la membrane basilaire. Le deuxième site à risque est la région de 180 degrés, donc qui correspond en fait quasiment au site de premier contact dans le virage, lorsque l'implant va entrer en contact avec le mur latéral, il peut prendre une direction inappropriée et au lieu de suivre la courbure de la cochlée, passer d'une rampe à l'autre en perforant directement, comme on voit ici, la membrane basilaire. Et enfin, le troisième site à risque est la région de la fin du premier tour, lorsque l'implant est complètement inséré et lorsque des forces sont exercées sur l'implant, il va venir soulever la membrane basilaire et passer de la rampe tympanique à la rampe vestibulaire de cette manière. Donc, nous avons mis au point au laboratoire un système, un banc de mesure d'effort qui nous permet de mesurer les forces d'insertion qui sont appliquées à la cochlée en temps réel lors de l'insertion d'un implant. Le modèle de Scala Tympani est en fait monté sur un capteur d'effort, donc une balance multi-axe qui permet de mesurer l'effort que l'on applique à ce modèle, donc toutes les forces de friction de l'implant avec le modèle de Scala Tympani. On retrouve sur cette courbe d'effort les trois périodes à risque lors de l'insertion, à savoir l'entrée dans la cochlée, le premier virage et la fin de l'insertion au bout du premier tour. On voit aussi que les forces d'insertion qui sont mises en jeu sont extrêmement faibles, inférieures à 0,15 Newton. Nous avons aussi développé, à mesurer les efforts dans des modèles anatomiques, ce qui nous a permis de voir que les forces de friction sur ces pièces anatomiques sont encore plus faibles que dans les modèles artificiels, et ce qui nous a permis aussi de comparer les différentes forces de friction des différents implants de différents constructeurs, chose qui, c'est une donnée à laquelle on n'avait pas accès jusqu'à présent. Donc toutes ces insertions ont été faites avec un outil motorisé. Nous avons pu aussi comparer les insertions réalisées de manière manuelle ou motorisée. Il y a un petit problème de conversion des graphiques Mac-PC, mais regardez simplement la courbe en bas. Ce que l'on voit sur l'insertion manuelle, c'est que celle-ci, contrairement à l'insertion motorisée, est réalisée par à-coup, puisque
pour insérer l'implant ne peut pas être inséré en continu en une seule fois. Lors de la technique manuelle, on saisit l'implant, on l'insère en partie, on le lâche, on le ressaisit, et le fait d'insérer cet implant plusieurs fois va générer des à-coups, des pics d'effort qui peuvent entraîner des lésions dans la cochlée, et ces pics d'effort sont encore une fois extrêmement faibles, hein. Quand on parle de 0,15 newton, c'est moins d'une quinzaine de grammes, donc ce retour tactile est encore diminué par le port de gants lors des interventions. Donc, en étudiant de multiples profils d'efforts sur des modèles anatomiques, on a pu constater que lorsque l'insertion était complète et atraumatique, le profil d'effort était tout à fait différent de celui d'insertion anormale. Par exemple, lorsque l'on a un folding type, un repliement en épingle, ou lorsqu'on a une insertion avec un blocage dans la cochlée, d'une part, l'effort maximum qui est appliqué lors de l'insertion est plus élevé, et d'autre part, l'augmentation de l'effort, la pente de la montée de l'effort intervient de manière beaucoup plus précoce lors de ces insertions anormales. Dans la configuration actuelle de notre outil au laboratoire, nous fixons le modèle sur le capteur d'effort. Si on souhaite emmener toutes ces technologies au bloc opératoire, ça signifierait qu'il faudrait fixer la tête du patient sur un capteur, ce qui signifierait éventuellement une deuxième incision et du temps et un temps chirurgical supplémentaire. Donc, afin d'éviter ces étapes, nous avons envisagé de monter, d'embarquer le capteur d'effort dans un outil d'insertion immédiatement. Donc, lorsque l'on embarque ce capteur et que l'on place dans l'outil, on va mesurer non seulement l'effort qui est appliqué dans la cochlée, mais aussi l'effort des forces de friction dans notre outil. Donc, pour résoudre cette équation, on va effectuer un effort à vide pour mesurer tout d'abord les forces de friction de l'implant dans l'outil, et dans une seconde étape, insérer l'implant dans le modèle afin de vraiment mesurer ce qui se passe dans le modèle. C'est ce qui nous a amené à concevoir ce deuxième outil d'insertion qui embarque un capteur d'effort à l'intérieur de l'outil. Donc, nous avons pu comparer les mesures d'effort qui étaient données par l'outil et par le capteur de référence, donc celui qui était fixé sur nos modèles. Ce sont les deux courbes que vous voyez en bas, avec la courbe en pointillé qui est celle fournie par l'outil et la courbe grise qui est celle donnée par le capteur de référence. On voit que les deux courbes sont bien fortement corrélées et que l'information critique, qui est le pic et la montée de la pente en effort, surviennent au même moment, et donc ces deux capteurs apportent la même information au chirurgien. Donc, si on envisage l'utilisation de ce type de technologie au bloc et donc une industrialisation de cet outil, il fallait une technique relativement simple. Et nous avons pensé à mettre au point un fusible magnétique, donc un fusible mécanique, un système de débrayage à l'intérieur de l'outil afin de pouvoir limiter, contrôler l'effort qui sera appliqué à la cochlée lors de l'insertion de l'implant. Donc un débrayage automatique de l'insertion lorsque un seuil prédéfini aura été atteint. Donc, ce travail a pu faire l'objet d'un dépôt de brevet par l'INSERM et l'Université Paris 7. Nous avons maintenant un prototype pré-industriel qui est fonctionnel au laboratoire, et nous avons des partenaires industriels intéressés pour commercialiser cet outil. Donc, la conclusion de ce travail est qu'il est, grâce à ce type de technologie,
possible de mesurer en temps réel l'effort d'insertion des implants, que cet effort n'est pas perceptible par le chirurgien et donc il est nécessaire de l'assister avec un capteur d'effort ou un système de débrayage afin de l'assister lors de l'insertion de l'implant. Il ne sera pas nécessaire de fixer un capteur 6 axes sur la tête du patient. Un capteur 1 axe embarqué dans les outils devrait apporter le même type d'information au chirurgien et afin d'accélérer la translation vers une application clinique, la mise en place d'un fusible magnétique nous paraît être la solution la plus appropriée en termes d'industrialisation. Merci de votre attention. Bien, il faut imaginer que dans les 20 dernières années, mettre un implant cochléaire dans les années 90-2000, on était content de mettre l'électrode. On considérait que chirurgicalement, on avait fait un exploit et on était content de faire entrer toutes les électrodes. Et actuellement, on essaye de les introduire de telle sorte que l'on va laisser survivre le plus de cellules restantes et d'être le plus atraumatique. Et c'est dans cet esprit où on peut arriver à imaginer qu'on aura cet outil très prochainement avec un coût qui ne devrait pas faire chuter encore plus le gouffre de la sécurité sociale. Bien, si vous avez des commentaires ou des questions posées à Yann, il est à vous. Moi, j'ai une question de béotien complet. J'imagine très bien que quand vous entrez votre électrode, vous avez une sonnette d'alarme qui vous dit vous appuyez trop fort, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui coince. Mais une fois que cette sonnette d'alarme a retenti, qu'est-ce que vous faites en pratique ? Alors, ça va dépendre de la profondeur de l'insertion de l'électrode. Si moins de la moitié de l'électrode est insérée, il faut renouveler le geste. Dans la configuration actuelle de l'outil, il faudra enlever l'implant et le réinsérer en changeant l'axe d'insertion. Maintenant, si on est en fin d'insertion, étant donné que toutes les longueurs d'électrodes, les électrodes ont des longueurs prédéfinies, alors que l'anatomie de chaque cochlée est différente, ça donnera un signal au chirurgien pour lui dire que finalement, au lieu d'aller insérer, de se forcer à insérer complètement l'électrode et éventuellement créer des lésions, il sera temps de s'arrêter et finalement, le fait d'insérer moins d'électrodes donnera paradoxalement un meilleur résultat pour le patient. Donc ça, c'est une première étape. Et dans un futur, que j'espère proche, on envisage de pouvoir contrôler le trajet de l'électrode. Donc non seulement son insertion et sa poussée, mais aussi de manière active pouvoir conformer en temps réel l'électrode pour ne pas insérer passivement l'électrode dans la cochlée, mais guider activement le faisceau d'électrode pour éviter les structures à risque. Non, vous avez sûrement un commentaire à faire. Oui, mais c'est pas parce qu'on... Les invités ont droit à la parole. Micro. Je suis complètement bluffé, ravi, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est ce qu'on aurait bien voulu avoir, et c'est ce qui va vous permettre d'implanter des gens qui ont encore des auditions finalement encore satisfaisantes avec une prothèse auditive convenable, mais qui entendront beaucoup mieux grâce à ce système implanté qui maintenant, une fois qu'il est dedans, c'est presque pérenne. Non, je suis très bravo, mais pardonnez-moi d'avoir... Bien, si le fait d'entendre coupe la voix, on va passer à la communication suivante par Daniele Bernadeschi et notre équipe sur la chirurgie de la base latérale du crâne assistée par ordinateur et associée au monitorage du nerf facial en continu. Mais
Il est arrêté.